Bonjour tout le monde, je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à l'étrange et à l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons en entrevue Mario Degilio-Bellemare, le co-directeur d'un institut d'études sur l'horreur et le fantastique. En chronique, Élise Lucien-Ripin nous parle du roman « Quand s'éteindra la dernière chandelle » de Frédéric Durand. Et Alexandre Duguay nous présente 2 albums concept s'inspirant d'histoires étranges, mais réelles. Mais pour commencer, voici les étranges en bref. USA. Après l'écrasement du USS Enterprise le 31 octobre 2014, Virgin Galactic vient de dévoiler la nouvelle version de son vaisseau spatial touristique, baptisé le USS Unity par Stephen Hawking lui-même. L'engin devrait être testé à plusieurs reprises avant de prendre son envol. Une précaution compréhensible puisque le pilote était décédé lors de l'incident de 2014. Lune. Une compagnie du nom d'Elysium Space vous offre d'envoyer vos cendres sur la Lune pour 12 000 $. Bon, les écologistes sont mécontents parce qu'ils se disent qu'on pollue déjà assez la planète, on n'est pas obligé de polluer la Lune aussi, un argument qui se défend. Mais personnellement, je m'inquiète pour les familles. La Lune, là, ça fait loin en maudit pour aller se recueillir sur les cendres d'un de ses proches. USA Strike Back! Un son aigu d'une durée de 10 secondes à plusieurs minutes perturbe la communauté de Forest Grove en Oregon. Ni les habitants ni les experts sont parvenus jusqu'à maintenant à découvrir l'origine du bruit. Écoutons un extrait. Ce ne serait pas la première fois que les habitants de Forest Grove seraient frappés par un tel événement. Des anciens résidents affirment avoir entendu un bruit similaire il y a plusieurs décennies. Mais même à l'époque, on ne savait pas quelle était la source du bruit. Allemagne. Les organes génitaux d'Adolf Hitler semblent fasciner plusieurs historiens depuis quelque temps. Après qu'un premier ait affirmé en décembre dernier que Hitler n'avait qu'un testicule, voici que 2 autres historiens indiquent dans une biographie qu'Hitler avait un micro-pénis. Ils précisent qu'il souffrait d'hypospadias, une condition qui fait en sorte que l'urètre s'ouvre sous le pénis. Eh bien. USA again. D'après une étude de l'Université de Californie, 41 % des victimes de balles perdues sont touchées dans leur propre domicile, parfois dans leur sommeil, à cause que les balles traversent les murs. 300 décès par année sont occasionnés par les balles perdues aux États-Unis. De ce nombre, 30 % sont des enfants. Afin de réduire ces dommages collatéraux, des ingénieurs du US Army Research Armament Development and Engineering Center ont développé une balle qui s'autodétruit grâce à une substance inflammable. Bon, malheureusement, le projet n'est plus financé pour le moment, mais le brevet vient d'accepter. Donc, il y a encore de l'espoir. Québec! On apprenait il n'y a pas si longtemps que le domaine des Raéliens en Estrie avait été vendu à des promoteurs. Eh bien, voici, les promoteurs sont en train de transformer les lieux en camping cubain. Donc, en plus d'une fresque du Che, d'une piscine immense avec un bar à l'intérieur, les promoteurs ont promis de transplanter de véritables palmiers pour plus de réalisme. La clientèle risque d'affluer de partout et même d'au-delà du système solaire. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Comme première chronique aujourd'hui, nous recevons Élise Lucien-Ripin qui vient nous parler d'un livre. Donc, oui, de quel livre? Ah! Non, mais de quel livre viens-tu nous parler aujourd'hui? On va parler de Quand s'éteindra la dernière chandelle de Frédéric Durand. Donc, Frédéric Durand, c'est un auteur, musicien, enseignant trifluvien qui est quand même très productif, qui écrit beaucoup de nouvelles, autant en France qu'au Québec. Et en 2015, il est sorti notamment Au rendez-vous des courtisans glaciers, qui est une réédition, donc revue non censurée, et Quand s'éteindra la dernière chandelle, dont je vais parler aujourd'hui. Tu peux commencer peut-être par résumer le roman? Ben oui.
Donc là, on a Florent Lemaître, qui n'a, à part pour son nom, là, il n'y a rien d'élégant. Donc c'est vraiment un loser. Okay. Il travaille dans un kiosque de journaux. Elle approche, je ne sais pas son âge est spécifié, mais bon, moi je l'ai toujours imaginé genre proche de 40 ans. Là. Okay. Pas de copine, peu d'amis, vraiment un appartement, genre il habite dans un 2,5, là, tu sais. Puis il va à un party un vendredi. Et l'alcool coule, la conversation vire au surnaturel. Puis son ami, pour le qui est un petit peu chaud, va le challenger, va lui dire « Ah ben toi qui es tellement sceptique, écris une lettre aux forces des ténèbres leur demandant d'envahir ta vie et signe-la avec ton sang, puis va la poster. » Ça veut dire qu'il y a l'adresse. Oui, c'est ça. Oui, okay, Donc, je me suis dit, ils écrivent un peu okay. comme, tu sais, genre Pôle Nord, HO, oui, mais plus satanique. D'accord. Et là, ils mettent ça dans la poste. Et évidemment, les forces des ténèbres vont répondre à l'invitation. Ah, il est chanceux. Donc, oui, il est chanceux comme ça. Puis là, ben, de plus en plus de cauchemars. Les gens autour de lui sont de plus en plus hostiles. Son monde change, pardon. Il y a une tache qui apparaît dans sa chambre qui prend des proportions de plus en plus importantes. Okay. Donc, en fait, c'est sa descente aux enfers. Et là, donc, c'est un roman qui flirte pas juste avec le fantastique, mais avec l'horreur également? C'est carrément de l'horreur, oui. Donc, toi, tu l'as trouvé comment? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Donc, c'est très angoissant, c'est très sombre, très triste aussi. C'est très claustrophobe. Donc, dans ce cas-là, je pense que Frédéric Durand a vraiment fait un beau travail de créer un monde qui est sans issue, donc avec les murs qui se referment de plus en plus sur notre personnage et, par extension, sur le lecteur lui-même. Donc, tu es comme pris dans une spirale et puis, comme c'est une boucle, évidemment, il y a des répétitions. Donc, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de situations semblables qui arrivent. Comme, par exemple, au cours du récit, le personnage va avoir des rapports, va comme tomber sur des démons, genre. OK. Puis va avoir des rapports sexuels de plus en plus violents. Donc, tu sais, c'est l'exemple que je te donne, mais tu en as plusieurs comme ça, situations. Donc, ça va revenir à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est plus intense, c'est plus dégueulasse. Donc, tu as des répétitions, mais c'est jamais ennuyant, c'est jamais fatigant. Ah, ben c'est bon, ça. Puis, est-ce que ça se passe au Québec ou en France? Ou C'est jamais précisé. Okay. Donc, à ce niveau-là, justement, tu vois, on demeure nébuleux. Il y a des noms... Une ville occidentale, Oui, une ville occidentale, une grande ville. Tu sais, il y a des métros, il y a un centre-ville. Okay. Mais on ne sait pas c'est où. Puis, tu sais, à part Florent Lemaître, il y a un autre personnage qui a un nom qui fait un peu français, mais sinon, c'est très générique. Alexandre Mathieu. Puis, le style, les thèmes, au niveau du roman, ça ressemble à quoi? Pour ce qui est du style, donc Frédéric Durand, vraiment une plume très travaillée, très romantique, un peu flamboyante. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les grands mots, les grands effets, mais c'est pas prétentieux du tout. Non. Pour ce qui est des thèmes, c'est sûr que, bon, quand je te parle, évidemment, les forces des ténèbres qui envahissent ta vie, ça arrive pas à grand monde. Mais pour ce qui est des angoisses, vraiment au cœur du récit, c'est des thèmes qui vont tous nous chercher. Donc, on a un personnage qui est à un tournant important de sa vie, qui tu sais, mettons, qui va passer le cap de la quarantaine, de la trentaine, un adulte, donc qui se réalise pas du tout. Il est en remise en question, en fait. Qui a de remise en question, qui a des soucis financiers. Donc, c'est tous des problèmes, des trucs dans quoi tu peux te reconnaître. Parfait. Puis le roman, ben, dans le livre, est suivi de quelques nouvelles. De combien de nouvelles, en fait? T'en as 3. Donc, c'est des nouvelles qui ont été publiées en 2011 et 2013 chez Solaris et Rivage. Donc, la première, c'est L'heure approche où j'aurai tes yeux. Donc, c'est vraiment un récit beaucoup Il aime ces titres-là poétiques. Les titres longs, oui. D'habitude, ça vient moins. Mais tu sais, lui, c'est correct. Au moins, il livre la marchandise. Oui, okay, il a le droit. Le titre vend bien le livre. Le titre vend bien le livre, oui. Une fausse représentation. Fait que celui-là, c'était très genre Famille Adam. C'était le fun. C'était une belle lecture. Quand on revivra le théâtre inerte, qui était beaucoup plus atmosphérique, plus sombre, plus poétique. Et la dernière nouvelle, qui est celle que j'ai le moins aimée. Donc, Le chemin délesté, qui va parler de deuil, de vie après la mort, avec une chute que j'ai personnellement trouvée un peu prévisible, un peu ennuyante. Okay. Mais pas assez pour que je te dise, là, ça a ruiné le livre pour moi. Là. Non, ça vaut la peine quand même. De toute façon, c'est le roman qui est le nerf de guerre. C'est le nerf de la guerre, en fait, au niveau de cet ouvrage. On parlait, ça a été publié en France. Pourquoi est-ce que M. Durand a décidé de publier son livre en France? Je lui ai posé la question, justement. Je me disais peut-être qu'il n'avait pas réussi à trouver des éditeurs ici au Québec, mais non, pas du tout. Il a vraiment écrit le livre en pensant à Rivière-Blanche. Donc, c'est une maison d'édition. Il connaissait l'édition, puis s'est dit, moi, je vais écrire quelque chose pour eux. Puis, c'est surtout pour sa politique éditoriale. Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Rivière-Blanche, c'est une maison d'édition dont la maison mère se trouve aux États-Unis, mais qui publie en français pour le public, pour le lectorat français. Donc, tout est domicilié sur des serveurs américains et la politique éditoriale est assujettie seulement à la loi américaine. Mais donc, ça doit être c'est disponible en ligne également, d'abord, si tu me parles de serveurs, c'est ça?
Là, pour les versions en ligne, en fait, pour se le procurer, c'est là que ça devient un petit peu plate si t'es pas en France, c'est que c'est pas évident. Donc, tu peux pas le commander sur Amazon, tu peux pas le commander sur Renaud-Bré. Il faut vraiment que tu écrives directement à l'éditeur. Donc, ça va être à www.riviereblanche.com, sinon info@riviereblanche.com. Et une autre chose, Frédéric Durand est vraiment très accessible. C'est un auteur auquel tu pourrais écrire directement. Donc, c'est frédéricdurand.blogspot.com. Si on le rencontre d'un événement, ça se peut qu'il y ait... Ça se peut qu'il y ait quelques copies le dedans livre sur son sac à dos. Parfait. Donc, gênez-vous pas à la maison si vous le Non. voyez. Ben donc, merci Élise pour ta critique. Plaisir. C'est maintenant le temps de rencontrer notre invité de la semaine. Il s'appelle Mario Degilio Bellemare et il vient nous parler d'un institut d'études d'horreur, sur l'horreur et le fantastique à Montréal. Bonjour Mario. Salut Jason. Ça va? Allô Élise, ça va bien? Oui. Je suis content d'être avec vous. Nous avec toi. Merci d'être ici avec nous, Mario. Je t'ai invité ici pour nous parler du Miskatonic Institute of Horror Studies, qui est en fait un institut d'études sur l'horreur et le fantastique à Montréal. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette institution et c'est quoi sa mission exactement? L'institution est née en 2010 par Kayla Jennings. C'est la personne qui a commencé le théâtre Blue Sunshine. Puis c'est elle qui a eu l'idée pour le Miskatonic. Mais ce qu'elle voulait faire pour le Miskatonic, c'est des cours d'horreur pour les adolescents. Oui. Blue Sunshine, c'était quoi? C'était des projections? Oui, c'était un théâtre qui a ouvert sur Saint-Laurent pour 2 ans. Entre 2010 et 2012, ça a fermé les portes. Projetait des films psychotroniques. Exactement. C'était des films seulement la fin de semaine. C'était très, très petit. C'était comme... j'ai passé tous mes fins de semaine là, quand c'était ouvert. Puis c'est de là que c'est né? Oui, c'est né là, mais Kayla voulait des cours seulement pour les ados. Puis quand elle est venue nous parler à propos de son idée, on lui a dit, mais pour nous, ça nous intéresse pas vraiment. On voudrait donner des cours plus universitaires parce que c'est plus mon milieu. Ouais. Fait que là, on a commencé à donner des cours et puis depuis ce temps-là, c'est moi puis le co-directeur Christopher Woofter qui a continué le Miskatonic. Parfait. Puis, tu peux-tu nous expliquer l'origine du nom, pour ceux qui ne connaissent pas? Miskatonic, c'est le nom de l'université dans la mythologie de H.P. Lovecraft. Moi, quand j'ai lu H.P. Lovecraft, quand j'étais adolescent, je pensais que c'était une université qui existait. J'ai même essayé de le trouver l'université aux États-Unis, mais c'est pas vrai. Comme la ville, en fait, où ça se passe, Arkham, Exactement. c'est une ville fictive. Pour nous, dans les communautés d'horreur, c'est iconique, une institution. Alors, on a décidé d'utiliser ça comme nom pour notre institut. Pour ceux qui ne connaissent pas à la maison, H.P. Lovecraft, c'est un auteur américain des années 20-30, vraiment important dans le domaine de l'horreur. Oui, puis le Miskatonic, c'est un lieu pour des gens qui adorent le genre de venir se réunir. Et puis, fait qu'il y a pour moi, 3 idées très principales. C'est l'amour du genre, la communauté, et puis aussi l'étude. Mais la plupart de nos cours en ce moment sont plus en anglais. On essaie d'avoir plus de cours en français parce que moi, je viens du milieu plus anglophone. C'est surtout en anglais, mais il y en a des fois en français? Oui. Mais il y a combien de cours par année vous donnez? Ça dépend, là, parce qu'on a des cours qu'une personne va donner en 3 semaines. Fait que ça, c'est habituellement le cours. Puis on a des cours plus longs qui sont comme de 6 semaines avec des instructeurs différents. Puis ça, c'est quoi? C'est un cours par semaine? Ou Oui, pour environ 10 semaines, un semestre. C'est environ 10 semaines. Parfait. Toi, personnellement, d'où vient cette passion pour l'art et le fantastique? Moi, je suis un monster kid, comme on dit aux États-Unis. Moi, j'ai commencé à regarder le genre quand j'avais 9 ans. Je regardais des films de Hammer à la télévision à minuit. Ma mère... Hammer, c'était une vieille compagnie anglaise, britannique, en fait, qui faisait des réadaptations de Dracula, Frankenstein, les momies, Exactement. Fait que moi, j'ai commencé à vraiment apprécier l'horreur durant ce temps-là. J'ai commencé à lire Famous Monsters of Filmland, après Fangoria a commencé aussi. Puis j'ai découvert le slasher. Le slasher, c'est pour moi vraiment important puis nostalgique. Comme les Friday 13 ou Scream qui renouvelaient la sauce. Là, mais Pour revenir au Miskatonic, là, c'est quoi le prochain cours que vous allez faire? Je pense autour du 27 mars ou quelque chose de genre. C'est True Crime Punishment? Oui. Donc, c'est quoi le cours? C'est un cours que Karen Herland va donner. Elle enseigne à Concordia actuellement à Simone de Beauvoir. Fait qu'elle amène une pensée féministe là-dedans. C'est vraiment, c'est exactement ce que le cours, le titre dit, c'est vraiment les tueurs en série, la réalité, dans la peur
du tous les jours, comme on dit. Alors, c'est vraiment sur le true crime, comme on dit en anglais, et les tueurs en série, Okay. puis comme la tradition de ça qui remonte même à Crime and Punishment. Ouais, c'est ouais. pour ça que de Dostoïevski. OK. Crime et châtiment, comme on dit Oui. en français. Fait que, ouais, c'est comme... c'est vraiment dans cette tradition-là. Puis ça, c'est un cours qui va durer plusieurs semaines? Juste 3 semaines. 3 semaines Ouais. dans ce cas-là. En ce moment, Puis- on est en train un cours sur le documentaire qui est environ 6 ou 7 semaines. Mais là, il prenait fait bientôt, je Ouais. pense. Hein? Ouais, Ouais, c'est ça. on est en plein milieu, là. Mais si les gens voudraient s'inscrire, comment ça fonctionne? Comment ça coûte? Les gens peuvent s'inscrire seulement pour un cours? Ils peuvent s'inscrire aussi faire pour les ce 3 qu'ils veulent. semaines? Ils peuvent acheter, c'est moins cher pour acheter pour le semestre. Ils peuvent venir. C'est ouvert aussi, on prend des dons. Fait que si vous êtes étudiant, puis vous n'avez pas beaucoup d'argent, puis vous pouvez venir gratuitement. Là. OK. C'est comme les portes sont ouvertes pour tout le monde. On ne rejette jamais les gens. Fait que, mais on demande 7 $ à la porte. Mais si les gens ne peuvent pas payer ça, ils payent ce qu'ils peuvent. Fait qu'une contribution. Mais justement, si les gens veulent s'inscrire ou savoir où ça se passe, on va faire Site web. apparaître, c'est ça, on va faire apparaître l'adresse en bas de Site l'écran. web, ouais. Justement, le lieu où ça a lieu, c'est Micro-Cinéma Être. Ouais. C'est aussi un lieu où a lieu à chaque année le MOF, en fait, Oui. le Montréal Underground Film Festival, Oui, exactement. pour lequel tu es programmateur, puis aussi coordonnateur, si je me trompe Oui, pas. exactement. Donc, peux-tu nous parler, pour les gens qui ne connaissent pas la maison, c'est quoi ce festival-là, le MOF? Tu veux que je parle de... Juste nous donner une petite idée, c'est quoi le festival, qu'est-ce que vous présentez, puis... Le festival MOF, c'est vraiment un festival qui donne voix à des films qui sont pas souvent dans les festivals de genre, par exemple, les festivals plus qui sont plus gros, de qualité différente. Oui, oui. C'est pas un gros festival mainstream, Non, c'est un des films festival qui vraiment met en valeur les films expérimentaux et puis les films qui sont faits aussi sur pellicule, les films qui sont un peu étranges. Donc, autant du film expérimental que de l'art vidéo. Puis ça lieu, justement, on parle d'un côté, justement, tu faisais référence à des grands festivals. Dans votre cas, le Micro-Cinéma Être, c'est une petite salle qui se retrouve en arrière-boutique. Oui. C'est sur Saint-Laurent, si je me trompe pas. Non, sur l'avenue du Parc. Du Oui. Parc, OK. Puis, bien, sauf que souvent, vous faites votre ouverture dans des plus grandes salles. Oui, absolument. Ça leur donc, pour ça, ceux- des fois, oui. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau festival. Moi, c'est un festival que je ne rate... je ne vois pas à toutes les projections, mais j'y vais au moins à une à chaque année. C'est encore un festival qui est vraiment qui vient de l'amour du cinéma. On est tous là-dedans parce qu'on aime ça, on regarde les films puis on l'adore. Il y a un peu la même gang qui gravite autour de l'Institut, qui gravite autour. Plus ou moins, pas pas tout tout à le fait, monde, là, mais ouais. Ça se certain. conjugue bien pour toi, l'horreur et le cinéma expérimental? Oui, mais moi j'adore l'horreur, mais j'adore aussi les cinéastes comme Maya Deren, puis Kenneth Anger, puis eux autres ils font de l'horreur, puis l'expérimentation. Je pense que, ou comme les premiers films du cinéma, les films de Georges Méliès, c'est des films d'expérimentation, puis des films d'horreur aussi. Hein. C'est vraiment le père du fantastique. Hein. Puis quand je dis fantastique, moi j'inclus l'horreur là-dedans. Alors pour moi, ça a tout le temps été quelque chose qui vient ensemble. Là. C'est très naturel. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je t'avais demandé d'amener 3 objets à conseiller à notre public. Donc, qu'est-ce que tu as amené À conseiller, mais ça c'est quelque chose à que suggérer? Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai rapporté de Paris. C'est un programme du Grand Guignol des années 40. Oh! Oh! Fait que je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est un petit peu... Oui. Ben, le Grand Guignol, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi à la maison, c'est un théâtre du 19e siècle Oui. qui était... c'est un peu les prémices du gore, mais au niveau théâtral. Donc, Ouais. c'était de l'humour, mais axé beaucoup sur le sang, sur la violence. Puis beaucoup de mes recherches en ce moment sont centrées sur le théâtre du Grand Guignol parce que Ok. c'est quelque chose qui est oublié dans les pensées sur le genre. Ouais, on l'oublie souvent. Pourquoi? Parce que c'est français? Parce que ça Oui. ne fait pas partie de la culture Parce que c'est américaine? français, parce que quand on pense les traditions de l'horreur, on pense au gothique américain puis britannique, puis on oublie les traditions françaises comme le fantastique, mais aussi le Marquis de Sade, pour moi, est très important à penser oui, là-dedans. ben oui. Et puis le naturalisme de Zola, Oui. qui a une grosse influence sur les premières pièces de Ben, théâtre. il y a eu une période aussi de réalisme poétique, je pense qu'on appelait en France. Yeah, yeah. Il y a eu Ouais. la Bête, je pense, dans cette Ouais. période-là, tout ça. Donc, La France a des traditions très importantes du fantastique, on l'oublie. Ben, Maupassant, de toute façon, on a écrit aussi. Ouais, donc, c'est ça. voilà. Prochain. Oui, ben, Les yeux sans visage, mon film Ah. favori. Puis aussi Le sang des bêtes de Franjou aussi là-dedans. Les 2 films pour moi ils doivent se voir ensemble. Puis des films sublimes, mais aussi choquants. Puis ça, c'est des films grand guignolesques. Ça, moi, je dirais que c'est le film le plus dans la tradition du grand guignol. Ouais? Ah oui, sans doute. Donc, c'est un film français qui a été réalisé autour des années 60 pour ce qui est de 1960. C'est ça. Moi, je dirais que dans l'année 60 est très importante parce qu'il y a 4 films qui sortent qui changent le genre. Hein. Il y a celui-là, il y a Psycho de Hitchcock, il y a Peeping Tom,
Ah, ça, je le connais moins. Peeping Tom, c'est comme le psycho britannique. OK. Michael Powell. Puis Mario Bava's La Mascara del Demonio. Fait que, en français, Le masque du démon, je pense que c'est ça. Ouais. Parfait. Ces 4 films-là là, sont tellement importants, puis on oublie des fois que ce film-là aussi a eu. Ah non, ça vaut vraiment la peine Ouais. pour... Ouais, On absolument. pense que c'est un film. Moi, je dirais que c'est un des premiers films gore aussi. Ouais. Puis on oublie ça des fois, parce que si on regarde les scènes d'opération, elles sont très, Ah très. oui, je l'ai écouté il y a pas si sont quand même longtemps, bien en faits, plus. oui. Ouais. Puis, Et le dernier. Men, Women and Chainsaw, c'est en anglais quand même. Ouais, c'est bon, ça va. C'est un film c'est un livre qui a vraiment qui a changé ma vie un peu, là, parce qu'on a repensé le slasher d'une position féministe. Mais là, c'est ça. Donc, on parle de femmes et de Chainsaw, donc ça n'a pas référence uniquement à Massacre, Non, Massacre à c'est tronçonneuse. c'est sur le slasher. Ça parle du cinéma d'horreur, du slasher. Du slasher OK. particulièrement, parce qu'on a vu le slasher comme un genre, un subgenre qui est assez misogyne, Ouais, tout ça. misogyne, ouais, Puis ouais. elle met tout ça sur sa tête, puis vraiment, c'est un challenge à ça, là, qui est vraiment brillant. Puis pour moi, c'était très, très important parce que je viens de groupes, puis de communautés très, très de gauche, puis inspirés du féministe, puis j'avais beaucoup d'amis qui trouvaient ça un peu suspect que j'étais animateur de dans films les films d'horreur. d'horreur, tout ça. Fait que Carol Clover, elle a tout changé ça. Hein. C'est elle qui a inventé le terme Final Girl OK. pour la femme qui est très intelligente puis forte puis peut se défendre. Tout Ouais, ça. ouais. Fait que moi, je trouve que c'est un livre très, très important. Puis ça Parfait. a Bon, ben, changé ma on vie. se rappelle de ça, de Ouais. cet essai New Woman and Chainsaw. Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. Parfait. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait. Donc, un gros merci, Mario, Merci. pour être venu. À la prochaine. À la prochaine, effectivement. Ciao. Donc, c'est maintenant le temps d'aller à la pause et on revient tout de suite après pour une chronique d'Alexandre Duguay portant sur la musique. Vous êtes de retour à l'étrange programme. Nous recevons maintenant Alexandre Duguay qui vient nous parler de 2 albums concept qui s'inspirent d'histoires étranges mais vraies. Oui, Donc, en fait, des histoires inexpliquées. Oui, oui. Mais c'est des faits divers. Donc, c'est 2 disques qui n'ont rien de bizarre au niveau de la musique. On peut donc apprécier les 2 enregistrements qui sont les 2 étrangement empreints de beaucoup de mélancolie. Puis OK. peut-être qu'on va Quel le comprendre genre? avec... Ben, les 2 vont dans des genres un peu différents. Ah, OK. Ben non, en fait, ça se rapproche. Il y a un rock progressif, un post-rock. On peut commencer par le premier. Oui, le premier, donc, le premier groupe qui s'appelle Kawan. C'est un groupe russe qui est basé en Ukraine et le nom Kawan, c'est en finnois. OK. Fait que déjà en partant, on a déjà quelque chose de D'assez particulier. métissé, ben oui. L'album s'appelle Sorny Nai. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est parce que le langage, c'est du Mansi. C'est un peuple autochtone dans le nord de la Russie. OK. J'y reviens tout à l'heure. Donc, cet album-là s'inspire d'une tragédie qui s'est passée en Russie en 1959, donc la tragédie du col Dyatlov. C'est une tragédie qui est documentée parce qu'il y a vraiment un mystère qui entoure tout ça. Donc, c'est à la fin janvier, début février 1959. Il y a une randonnée de 10 skieurs. Il y en a un qui va abandonner avant le début du trajet parce qu'il se sent pas bien. Donc, ils sont 9 à quitter. Et il y a un leader du groupe qui s'appelle Igor Dyatlov. Donc, c'est de ça qu'on là donne que le nom. vient Le nom. Donc, C'est intéressant parce que, juste une petite anecdote Oui. comme ça, il y a un corps qui a été retrouvé là il y a quelques temps. Ah, tu voulais- Exactement. excuse-moi, je suis en train de- Je serais arrivé à la fin. C'est pas un Mais, punch, OK. mais oui, Mais oui. effectivement, il y a un corps qui a été retrouvé qui n'a à rien cet à voir endroit. nécessairement avec la situation, mais c'est juste dans les mêmes lieux. Ça ajoute, c'est quoi la situation? Ça ajoute au mystère. Oui, Mais la oui, vas-y, situation, qu'est-ce donc, qui s'est c'est- passé à donc l'époque? ils partent en randonnée, c'est dans le nord de l'Oural. Ils vont en direction du mont Oterten, qui veut dire montagne morte. Donc, quand ils partent, après plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'y a pas de nouvelles de personnes. Donc, il y a des recherches qui vont se faire. Le 26 février de la même année, donc 1959, il y a 4 corps qui vont être retrouvés près d'un campement. 4 corps, pas 4, pardon, 5 corps, donc qui sont des corps gelés en sous-vêtements. Donc, ils sont Ouais, tous ouais. presque nus. Il y a le campement qui est là. La tente a été ouverte de Déchirée. l'intérieur, déchirée de l'intérieur. Et on ne retrouve pas les 4 autres corps. Ça va prendre environ 2 mois, donc au début de mai. Et là, ces 4 corps-là sont retrouvés un petit peu plus loin, mais démontrent des signes de violence. Il y en a un qui a un crâne fracassé, il y en a une qui a une langue coupée, il y en a un qui a une cage thoracique Ils ont été percée, mutilés. perforée. Bref. Bien, on ne sait pas trop.
Donc, il y a eu plusieurs hypothèses par rapport à cette tragédie-là. Donc, Puis dans le cas du groupe, de quelle manière il s'en inspire? C'est dans ça. les textes? Exactement. En fait, le groupe s'inspire de tout l'événement, là, donc le début de la randonnée jusqu'à la tragédie. C'est un morceau qui est divisé comme en 7 chapitres, mais ça s'écoute vraiment d'un bout à l'autre. OK. Donc, on est dans le post-rock, des arrangements assez simples, très éthérés, mais il y a quelque chose de très, je disais de mélancolie, mais il y a quelque chose de dramatique. Ce que j'allais dire, toi, tu nous as amené un extrait? Oui, on pourrait Donc, écouter un extrait. C'est quoi l'extrait? C'est une des parties, en fait? C'est une des parties qui a servi de clip. On voit des images de skieurs dans la neige, là, des images d'époque, Parfait. là, ça donne mieux. Bon, mais écoutons ça. Oui, je sens le côté mélancolique que tu Oui, parlais. tout à fait. Ça, Oui, oui, effectivement. très éthéré aussi. Effectivement. Donc, le deuxième disque maintenant. Oui, alors, le deuxième disque, c'est un groupe de Norvège qui s'appelle Gaspacho. J'ai apporté le vinyle. Ah, Gaspacho. encore là, des mélanges, Norvège, Gaspacho. Oui, je sais. C'est pas le nom du groupe le plus... c'est particulier, là. Mais c'est pas comme la soupe froide, là, le groupe. Là, Ouais. mais bon. Donc, l'album s'appelle Demon. Oui. C'est un album aussi concept, donc... et ça, en fait, le groupe s'inspire d'un manuscrit qui a été trouvé dans un appartement par un locataire anonyme. C'était un à journal, Prague. là, C'était comme? une espèce de journal. Ouais. C'est un peu imprécis parce qu'il y avait plusieurs notes à l'intérieur. Donc, Puis qu'est-ce que l'auteur relatait dans son journal? ben, c'est ça. En fait, au départ, c'est que lui, il prétend avoir trouvé la présence je vais citer, d'un être intelligent et sans pitié au dessin machiavélique. Jusque-là, ben, il y a pas ça serait très plausible. C'est un peu cliché, mais Ouais, c'est ça. oui, c'est ça. Sauf que dans cette espèce de manuscrit-là, il prétend poursuivre ce démon depuis des millénaires. Oh, OK. Oui. Mais il est décédé, là, cette personne. Quand on a retrouvé le manuscrit, le locataire était décédé dans une chambre de son appartement avec le manuscrit. On ne connaît pas son identité. Il n'y avait rien de signé dans ce livre-là. Ah oui, on n'a jamais su c'était qui, finalement? Non, c'est un auteur anonyme. Ah. Ouais. Puis ce livre-là, ce que j'ai vu, c'est qu'il est, tu disais, je pense, il était dans une bibliothèque à Prague, parce que les gens l'étudient pour la psychologie. Exactement, c'est Ouais. ça. Aujourd'hui, ce manuscrit-là se retrouve à la bibliothèque du monastère de Prague. Donc, comme tu le dis, il y a des étudiants en psychiatrie qui étudient, c'est un outil de référence pour leurs études en psychiatrie. Et là, Gaspacho, eux autres s'en inspirent de quelle manière? Encore là, c'est dans les Il textes? s'inspire du journal, donc il s'inspire d'écrits dans le journal. Il y a même la dernière pièce qui s'intitule, je m'excuse, Death Room, qui sont les derniers écrits Est-ce que de c'est l'auteur. cet extrait-là que tu nous as amené pour qu'on l'écoute? Non, en fait, l'extrait que j'ai apporté, c'est de Wizard of Altai Mountains, OK. qui est une musique qui se rapproche beaucoup plus de la musique klezmer, la musique... Quelle musique? pas klezmer, mais oui, la musique tzigane, klezmer, Ah, OK, là, OK. d'Europe de l'Est, donc ça joue un petit peu là-dessus. Parfait. Ben, on va l'écouter. Is real if you believe in him. Oh, he is real if you believe in him. OK, ouais, je vois un petit peu ce que tu veux dire par influence. Ben, très bien. Puis, ben, en gros, est-ce qu'il s'inspire aussi au niveau du visuel? Est-ce qu'il reproduit du visuel qui se retrouvait dans le journal? Ou, Non, il n'y a pas de visuel Non. qui dans le journal. Puis rapidement, mais dans le journal, il y a beaucoup de divagations, des références à des mathématiques anciens qui sont désuets, des trucs de religion païenne. Il prétend même avoir été témoin de la peste noire au OK. 14e siècle. Donc, il y a vraiment toute matière à toutes sortes de... Des trucs étranges. Est-ce que ça a été édité, ce journal-là? pour Ce qu'on puisse- journal-là, ou non, il est juste- vraiment il y a juste une copie il est juste à la disponible? bibliothèque. Il faut se déplacer à Prague Et, si on veut. c'est ça, en connaissant le contenu avec le disque, c'est vraiment... C'est un des meilleurs disques que moi j'ai entendu au niveau musical dans ouais? les dernières années. C'est vraiment très bien fait. Donc, très c'est beau. un de tes coups de cœur. là. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Ben, un gros merci, Alex, pour Ça ta fait chronique plaisir. aujourd'hui. Merci à toi aussi, Élise. Plaisir. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission. On se voit la semaine prochaine.